Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième séquence sur la stratégie d'entreprise. Dans cette séquence, nous allons voir ensemble la première étape de l'analyse stratégique, à savoir la segmentation stratégique. Vous allez comprendre le principe de segmentation, la notion de DAS et de base stratégique. Vous allez aussi découvrir la méthode de segmentation étape par étape et bien sûr, tous ces points seront illustrés par des exemples. Avant de commencer, il est important de revenir sur 4 points qui ont été traités dans la première séance et qui sont essentiels à la compréhension de la segmentation stratégique. Le premier point est en lien avec la notion de la stratégie. En effet, dans la première séance, nous avons vu que la stratégie donne de la cohérence à la démarche de l'entreprise pour créer de la valeur dans un environnement concurrentiel qui la force à prendre des décisions et à faire face à des choix et des priorités. La cohérence donc est très importante. La cohérence dans l'ensemble de la démarche entre finalité, décision et action. Par exemple, si une entreprise veut être un leader mondial sur le marché de logiciels, elle doit recruter les meilleurs ingénieurs. Maintenant, si cette même entreprise propose des salaires faibles, ceci n'est pas cohérent avec son but et ne saura jamais attirer les meilleurs profits. Le deuxième principe lié à cette notion de stratégie et que le dirigeant doit respecter, c'est le principe de l'environnement concurrentiel. Rappelez-vous que Michael Porter a dit que toute entreprise engagée dans une activité suit une stratégie concurrentielle, qu'elle soit implicite ou explicite. On en déduit donc que toute entreprise a des concurrents. Certaines entreprises ou organisations affirment ne pas en avoir, en croyant qu'ils sont les seuls à proposer un produit ou une technologie. C'est probablement vrai, sauf qu'ils n'ont pas conscience que les clients ne cherchent pas un produit, ne cherchent pas une technologie, les clients cherchent une réponse à leurs besoins. Ainsi, les clients de l'ONCF, par exemple, ne sont pas intéressés par le mode de transport. Ce qui les intéresse réellement, c'est de pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions. Il ne faut jamais croire que l'entreprise n'a pas de concurrents. C'est très important et c'est préalable à toute réflexion sur la stratégie. Le troisième principe que le dirigeant doit respecter, c'est les choix et les priorités. En partant de l'idée que les ressources de l'entreprise sont rares et qu'elles sont jamais suffisantes pour réaliser tout ce que le dirigeant veut, ce dernier est tenu de hiérarchiser les objectifs et de les prioriser. On retient donc ces 3 principes qu'on peut désigner par 3 C. La cohérence, la concurrence et les choix. Le deuxième point concerne les niveaux de la stratégie. Ceci nous renvoie aux 2 approches déjà vues, à savoir la stratégie corporate qui est globale et qui concerne toute l'entreprise et la stratégie business qui s'intéresse en particulier au domaine d'activité stratégique. Ce qui montre que cette notion de DAS ou de domaine d'activité stratégique est la base de la business stratégie qui elle-même fait partie de la corporate stratégie, d'où la nécessité d'identifier les DAS. Cette notion de DAS, nous l'avons évoquée lorsque nous avons parlé du métier de l'entreprise. Pour rappel, le métier correspond aux compétences et savoir-faire de l'entreprise qui lui permettent de proposer une offre. Le métier réel est celui exercé réellement par l'entreprise, par opposition au métier entendu. La principale difficulté et la première difficulté que les stratèges, dirigeants et consultants rencontrent dans le cadre de l'analyse stratégique consiste à bien définir le métier. Car une conception trop large pousse à la dispersion des ressources de l'entreprise et une conception trop étroite ou trop restreinte peut limiter les capacités de développement et risque de condamner l'avenir de l'entreprise. On peut citer pour l'exemple IBM qui, au lieu de parler de
conception, édition des logiciels et conception du matériel informatique, considère que son métier est l'informatique et les services. Et c'est comme ça que l'entreprise a pu saisir les opportunités et développer son portefeuille d'activités. Nous avons également insisté sur le fait que le métier n'est pas ou ne peut pas être une unité d'analyse stratégique, c'est-à-dire une strategic business unit qui supporte en quelque sorte le diagnostic stratégique, ou qui est l'objet du diagnostic stratégique, surtout pour les entreprises multi-activités. Sa décomposition en sous-ensembles homogènes s'impose. Et c'est cette décomposition et ce passage du métier au domaine d'activité stratégique qu'on appelle segmentation stratégique. On arrive à la démarche stratégique qui s'articule autour de 5 étapes. La première est bien évidemment la segmentation stratégique, c'est-à-dire l'identification de sous-ensembles pouvant chacun faire l'objet d'une analyse indépendante. La deuxième étape est l'analyse concurrentielle de chacune des activités de l'entreprise pour comprendre les forces qui structurent son environnement et les ressources et compétences qu'il est capable de mobiliser. Donc un diagnostic externe pour avoir les FCS et un diagnostic interne pour avoir les compétences distinctives. Troisième étape consiste à fixer une stratégie pour chaque activité, c'est ce qu'on appelle la stratégie générique, comme la stratégie de coût, la stratégie de différenciation ou encore la stratégie de focalisation. Quatrième étape, il s'agit là d'une analyse de portefeuille qui permet une meilleure allocation des ressources disponibles pour chaque activité en se basant sur les matrices comme la BCG, McKinsey ou Arthur D. Little. Enfin, la dernière étape, il s'agit de la redéfinition du périmètre de l'entreprise en choisissant une orientation stratégique comme la diversification, la concentration, l'internationalisation ou encore une stratégie relationnelle comme l'alliance ou les partenariats. On peut citer par exemple le cas de l'entreprise L'Oréal, leader mondial sur le marché des produits cosmétiques avec un chiffre d'affaires de 31,8 milliards de dollars en 2019. L'Oréal n'aurait pas pu occuper cette position s'il n'avait pas adapté sa stratégie concurrentielle et donc son avantage concurrentiel à chaque activité parmi les 5 activités qu'elle gère. Même constat pour le groupe Bouygues qui gère également 5 DAS. Découper l'entreprise en unités stratégiques et définir pour chacune de ces unités un avantage concurrentiel et une stratégie concurrentielle, tel est l'objectif de la segmentation stratégique. Il est à noter également que l'appellation segment stratégique est créée par le cabinet Boston Consulting Group, le BCG. General Electric appelle ce découpage Strategic Business Unit, alors que ADL, le cabinet Arthur D. Little, appelle ce découpage centre de stratégie. Quelle que soit l'appellation, cette démarche est indispensable et préalable à la plupart des diagnostics d'une entreprise. Cependant, elle ne doit pas être confondue avec la segmentation marketing, avec laquelle elle peut s'articuler, mais qui porte sur des éléments très différents. Alors que la segmentation stratégique porte sur l'ensemble de l'organisation pour identifier les domaines d'activité stratégiques, la segmentation marketing, quant à elle, se fait au sein d'un seul DAS de l'organisation pour identifier les clients potentiels. Les DAS mobilisent des ressources variées comme des hommes, des compétences, des sites de production, des brevets ou encore des ressources financières. Les segments de marché qui sont issus, bien sûr, de la segmentation marketing sont constitués de consommateurs uniquement. Les différents segments de marché identifiables au sein d'un DAS montrent qu'un domaine d'activité stratégique n'est jamais totalement homogène, ne serait-ce qu'en termes de clientèle servie. Maintenant, comment aboutir à l'exécution de la segmentation stratégique? Il n'y a pas de méthodologie efficace. On admet généralement qu'une bonne segmentation stratégique est celle qui permet aux dirigeants de prendre de bonnes décisions. Mais il est à noter que 2 approches complémentaires permettent de mieux comprendre cette opération.
L'une est théorique et l'autre est plutôt empirique. La première renvoie aux travaux et aux démarches proposées par Michael Porter, Abel et Halley. Michael Porter, sa démarche est basée sur une réduction matricielle des critères, alors que la démarche proposée par Abel est basée sur analyse sur 3 dimensions, ou ce qu'on appelle le triaxe d'Abel. Ces dimensions sont la technologie, la fonction et le groupe de clients. Enfin, la troisième s'appuie sur l'analyse par avantage recherché proposée par Halley. Dans la pratique, il est plus facile de segmenter son activité en adoptant une méthode en 4 étapes. Au début, l'entreprise découpe son activité en tronçons appelés activités élémentaires, c'est-à-dire la plus petite unité envisageable. Il s'agit du trinôme fonction, client, technologie. Ensuite, pour chaque activité élémentaire, elle va chercher à lister les facteurs clés de succès et dans certains cas les attentes des clients. Vient alors une étape cruciale, la troisième étape, où on regroupe les activités élémentaires en fonction des FCS ou des attentes des clients similaires. Et c'est là toute la difficulté. Cela permet d'obtenir les DAS. Quatrième étape, on regroupe les DAS qui partagent les synergies dans des ensembles plus importants qu'on appelle bases stratégiques. Quand l'entreprise aura effectué cette segmentation stratégique de son activité, elle obtient une structure qui est schématisée comme suit, où on trouve les activités élémentaires, les domaines d'activité stratégiques et les bases stratégiques. Pour construire la matrice de réduction des variables, on doit partir des lignes de produits d'une entreprise et d'une seule variable, par exemple le type de client, ou encore choisir 2 variables de segmentation indépendantes et décrire à partir de ces 2 variables le mode de fonctionnement des unités. Ensuite, on remplit la matrice. Dans certains cas, des cases restent vides. C'est normal car l'entreprise ne propose pas encore cette activité ou cette combinaison. On retient donc les occurrences présentes et ce sont ces occurrences présentes qui permettent de construire une deuxième matrice avec une troisième variable indépendante des 2 premières. Puis on procède comme précédemment jusqu'à ce que toutes les variables soient utilisées. Les occurrences restantes deviennent des propositions de segments stratégiques et c'est bien évidemment aux dirigeants de faire le choix de les prendre telles quelles ou d'effectuer un regroupement. Pour la démarche proposée par Abel, il convient de poser 3 questions. La première concerne le quoi. Quelles sont les fonctions d'usage ou de consommation remplies par le produit? La deuxième, pour qui? Quels sont les groupes de clients? Et enfin, la troisième concerne le comment. Quelle technologie, quelle technique ou quel mode de production permet de produire cette offre? Ces 3 dimensions ont été déjà traitées par Porter, vous l'avez remarqué, pour regrouper ces variables de segmentation. En associant les 2 premières dimensions, on obtient les couples produits-marché déjà identifiés par l'entreprise, auxquels on ajoute la 3e dimension, c'est-à-dire le comment. En choisissant les valeurs de chaque variable, on obtient donc un espace à 3 dimensions permettant d'identifier les unités de l'entreprise, qui sont les combinaisons. Il est à noter qu'on peut ajouter à cette analyse une 4e dimension afin de prendre en compte les concurrents. Ceci permettra à l'entreprise de regrouper à l'intérieur d'un même segment, produits, marché, technologie, les différentes activités qui ont les mêmes concurrents. Il convient de noter également qu'en plus des critères qui ont été évoqués dans le cadre des démarches présentées, il existe d'autres critères qu'on peut utiliser pour la segmentation stratégique. Par exemple, la structure des coûts. Dans ce cas, on se base sur les coûts partagés et les coûts spécifiques à chaque activité. Plus les coûts partagés sont importants, plus on a tendance à regrouper les activités dans un même segment stratégique. Deuxième critère concerne les circuits de distribution. Il s'agit de prendre en compte les canaux utilisés par les activités ou les produits
pour en déduire les facteurs clés de succès et les moyens nécessaires pour chaque activité. Il est donc raisonnable de regrouper les produits ou activités qui utilisent les mêmes circuits de distribution. Troisième critère renvoie aux compétences requises. Il s'agit plus précisément des compétences managériales et la question qu'on se pose ici est de savoir si la même équipe va gérer les deux activités. Si c'est le cas, on les regroupe et on conçoit le même avantage concurrentiel pour les deux activités. Sinon, il est conseillé de ne pas les regrouper dans le même segment stratégique. Enfin, les facteurs clés de succès, ce sont tous les éléments à caractère commercial ou technologique que l'entreprise doit maîtriser pour réussir sur un marché et pour affronter la concurrence. Et ils peuvent correspondre à des technologies indispensables ou bien des caractéristiques des attributs du produit ou des services proposés ou encore des compétences et savoir-faire ou bien des attentes des clients.